Aujourd'hui, la baie de Repulse à Hong Kong, c'est vraiment le terrain de jeu exclusif des milliardaires. Oui, une vraie carte postale de luxe en fait. Exactement. Mais le sable même sur lequel l'élite vient bronzer a été cartographié dans une angoisse coloniale assez profonde, structurée par une ségrégation brutale et trempé dans le sang de l'une des batailles au corps à corps les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. C'est un contraste qui donne le vertige, franchement. Bon, décortiquons tout ça. Dans notre plongée approfondie du jour, on va littéralement déchirer cette carte postale en nous basant sur un rapport de recherche historique remarquable. Notre objectif, ça va être d'explorer 5 récits complètement méconnus de cette baie. Et aussi de révéler les trésors cachés qui s'y trouvent encore aujourd'hui pour les promeneurs attentifs. Absolument. On veut comprendre comment un simple bout de côte oublié est devenu un véritable épicentre du pouvoir. Et ce qui rend cette recherche si précieuse, à mon avis, c'est qu'elle traite la baie de Repulse non pas comme un simple catalogue immobilier, mais comme un vrai laboratoire humain et politique. Un laboratoire à ciel ouvert, en gros. Exactement. Sur cette toute petite bande de sable, on peut observer les mécanismes super complexes de l'expansion de l'Empire britannique, la manière dont l'ingénierie sociale façonne la géographie, le choc frontal entre l'argent colonial et les capitaux locaux, et puis bien sûr les cicatrices de la guerre. C'est fou de se dire que la topographie elle-même a été manipulée pour servir des ambitions aussi précises. Complètement. C'est un espace saturé d'intentions. Alors, avant même de parler de béton, de routes et de grands hôtels, il y a un mystère fascinant autour de cette plage. Et c'est tout simplement son nom. Parce que, on est d'accord, nommer un bout de terre, c'est le tout premier geste pour s'en emparer. Le premier acte de pouvoir, oui. Voilà. Au milieu du 19e siècle, sous la dynastie Qing, cette côte n'intéressait pas grand monde. Son nom chinois, c'est Qian Shui Wan, ce qui signifie, littéralement, la baie des eaux peu profondes. C'est froid, descriptif et d'une logique implacable. Une description purement géographique en somme. Mais le nom anglais, Repulse Bay, dégage une toute autre énergie, quoi. C'est martial, c'est presque violent. D'où vient ce décalage? Légende urbaine. En anglais, le verbe to repulse signifie repousser, rejeter une attaque. Du coup, la rumeur la plus tenace racontait que la baie grouillait de pirates sanguinaires. Des pirates à Hong Kong, le grand classique. Voilà. Et que la marine britannique y aurait mené une bataille épique pour les repousser. Une autre version affirmait qu'un légendaire navire de guerre, le HMS Repulse, y avait jeté l'ancre pour sécuriser l'île. Et j'imagine que les archives racontent une autre histoire. Tout à fait. En épluchant les archives navales de l'amirauté britannique, les historiens ont découvert une réalité bien différente. Il n'y a absolument aucune trace d'une quelconque bataille de pirates dans cette zone précise. Et le fameux navire, alors? Eh bien, les navires nommés Repulse au XIXe siècle opéraient du côté des Amériques ou en Europe, jamais à Hong Kong. Ah ouais. Donc, si ce n'est ni une bataille navale épique, ni un navire majestueux, comment ce nom super agressif s'est-il retrouvé imprimé là? Par un simple acte bureaucratique, tout bêtement. En 1845, un lieutenant et cartographe nommé T.B. Collinson a simplement apposé ce mot sur une carte officielle. Avant cela, l'armée l'avait même mal orthographié en l'appelant Chongham Bay. C'est extraordinaire. C'est un peu comme si un géomètre débarquait dans le jardin de son nouveau voisin et décidait de le rebaptiser la forteresse de la mort simplement parce qu'il a une étiqueteuse à disposition et qu'il se sent un peu nerveux. Mais l'analogie est très pertinente. Ce qui est fascinant ici, c'est ce que les géographes appellent l'hégémonie de la carte. À l'époque, il faut se rappeler que les Britanniques venaient d'arriver sur l'île. Ils étaient isolés, en fait. Oui, ils étaient en minorité, vulnérables, et ils ressentaient une immense anxiété face à cet environnement inconnu. Donc, imposer un nom intimidant comme Repulse sur une carte officielle, c'est projeter une illusion de force. C'est une façon de se rassurer. On plaque un mot qui fait peur pour masquer le fait qu'on est soi-même terrifié. Exactement. Et le phénomène le plus révélateur, c'est la psychologie du public qui a suivi. Face à ce nom brutal imposé par l'autorité, les colons ont ressenti un besoin viscéral d'inventer rétroactivement ces histoires héroïques. Bah oui, il fallait bien créer une mythologie pour justifier l'anxiété du cartographe. C'est tout à fait ça. Et pour quiconque visite la baie aujourd'hui, il y a un détail géographique, un petit trésor caché, directement lié à cette époque, qui passe totalement inaperçu. Ah oui, les fameuses collines. Voilà. Tout le monde regarde l'horizon et la mer. Mais si on tourne le dos à l'eau, on fait face à des collines très abruptes. Ces hauteurs ne sont pas qu'un joli fond vert. Elles servaient justement de station d'observation pour ce fameux lieutenant Collinson en 1845.
Ce sont depuis ces sommets qu'il a calculé la longitude et la latitude exacte de Hong Kong. C'est ça. Ces collines sont littéralement les premiers instruments de la numérisation et de l'appropriation de l'île. Et une fois la Terre nommée et mesurée, l'étape suivante dans la logique coloniale, c'est l'exploitation et la ségrégation. Ce qui nous amène à notre deuxième histoire. Oui, on avance au début du XXe siècle, à une époque où l'élite britannique ressentait un besoin impérieux de s'isoler. Le contexte légal de l'époque est crucial. En 1904, le gouvernement colonial a passé une ordonnance interdisant purement et simplement aux résidents chinois de vivre sur les hauteurs du pic. Donc une politique de ségrégation spatiale extrêmement claire et assumée. Mais comment cette petite baie de Ripples s'intègre-t-elle dans ce projet de ségrégation des élites ? Par l'intervention d'acteurs privés très astucieux. La famille Kadori, qui était issue de la diaspora juive de Bagdad et qui était d'anciens employés du puissant empire commercial Sassoon, a flairé une opportunité monumentale. Ils ont vu un marché, en gros. Exactement. Ils ont compris que cette élite, qui était isolée sur le pic, avait besoin d'un terrain de jeu exclusif, mais au niveau de la mer. Ils ont donc proposé au gouvernement de construire une station balnéaire luxueuse, mais à une condition majeure. Laquelle ? L'État devait fournir l'infrastructure. Attendez, soyons bien clairs sur ce point. On parle d'un accord en 1918 où ces investisseurs privés exigent du gouvernement qu'il puise dans les fonds publics pour financer le creusement de routes à travers les montagnes. Oui, de l'argent public pour une route. Simplement pour que la haute société puisse aller s'isoler dans une bulle artificielle. Franchement, c'est l'équivalent de milliardaires d'aujourd'hui qui exigeraient de la mairie qu'elle construise une autoroute privée menant directement à leur quartier sécurisé. Le parallèle est d'une grande justesse. Avant cette route financée par l'argent public, il fallait des heures de navigation chaotique en bateau pour atteindre la plage. Soudainement, le trajet est réduit à 30 minutes de voiture bien confortable. Le luxe financé par le contribuable, quoi. C'est ça. Le Repulse Bay Hotel, qui a ouvert ses portes en 1920, n'était pas qu'un simple commerce. C'était une véritable entreprise d'ingénierie sociale. L'architecture était de style édouardien, massif, très imposant. J'ai lu dans le rapport qu'ils ont même fait venir des plantes d'Europe. Oui, ils ont fait importer plus de 2000 rosiers d'Angleterre pour les planter dans les jardins locaux. L'objectif avoué, c'était vraiment de désorientaliser l'espace. De créer un simulacre d'Europe, en fait. Exactement, pour apaiser le mal du pays de la classe dirigeante. La journaliste Martha Gellhorn l'avait d'ailleurs décrit comme le seul endroit en Asie où l'on pouvait retrouver le véritable confort britannique. On le surnommait carrément le menton de l'Est. Alors là, je me fais l'avocat du diable une seconde. S'ils détestaient à ce point l'environnement asiatique et que l'Angleterre leur manquait tant, pourquoi ne pas simplement rentrer à Londres ? Pourquoi dépenser des fortunes pour recréer une fausse campagne anglaise au bout du monde ? C'est une excellente question. La réponse est simple, parce que la source de leur richesse immense se trouvait ici, en Asie. Ah, l'argent, évidemment. L'empire extractif nécessitait leur présence sur place pour diriger le commerce et la finance. L'hôtel de la baie de Repulse, c'était la solution psychologique à ce dilemme. Ça leur permettait de continuer à accumuler le capital asiatique, tout en vivant mentalement et physiquement dans une bulle européenne protectrice. Le dépaysement inversé financé par l'extraction de richesses. C'est brillant et cynique à la fois. Très cynique, oui. Et le clin d'œil ironique de l'histoire pour ceux qui visitent l'endroit aujourd'hui est monumental. Si on se rend à Repulse Bay de nos jours, l'hôtel d'origine de 1920 n'y est plus, puisqu'il a été démoli en 1982. Oui, il a laissé place à autre chose. Et si on écoute les guides touristiques, ils adorent dire que c'est un trou feng shui, conçu exprès pour laisser les dragons des montagnes descendre boire dans la mer. Oui, l'histoire du dragon. Mais les recherches montrent une réalité beaucoup plus terre-à-terre, n'est-ce pas ? Le folklore du dragon, c'est un excellent argument marketing. Mais dans les faits, les archives architecturales montrent qu'il s'agissait d'un compromis politique très, très moderne. Comment ça ? Eh bien, les autorités craignaient qu'une tour massive ne crée un effet de mur bloquant la vue et la circulation de l'air pour la vallée située juste derrière. Le trou, c'est avant tout une concession d'ingénierie urbaine. Et il y a un autre détail croustillant. Je vous écoute. Il faut prêter attention au nom des 4 tours de ce complexe ultramoderne. Elles s'appellent Taggart, Hartson, Nicholson et Derichou. Et ces noms ont une signification particulière ? Ce sont les noms exacts des figures de l'élite européenne qui fréquentaient l'ancien hôtel. Donc, même dans le béton des années 1980, l'empreinte coloniale veille à ne surtout pas être oubliée. Cette continuité du pouvoir, c'est juste frappant. Mais revenons un peu en arrière, à cette bulle édouardienne des années 20.
L'histoire nous montre que les forteresses de richesse finissent toujours par être testées, non? Toujours. Si le pouvoir financier britannique et les routes gouvernementales semblaient intouchables, comment est-ce que cette belle illusion s'est brisée? L'effondrement a été d'une brutalité inouïe. En décembre 1941, l'armée impériale japonaise envahit Hong Kong, et du jour au lendemain, ce paradis de rosiers, de cocktails et de robes de soirée, eh bien, ça devient un point d'étranglement militaire stratégique. La guerre qui débarque dans le salon, littéralement. C'est ça. La géographie même de la baie, qui est coincée entre la montagne et la mer, en faisait une ligne de défense cruciale pour empêcher les forces japonaises de couper l'île en deux. On imagine très bien le choc frontal. L'espace de loisir absolu qui mute instantanément en abattoir. Le rapport que nous décortiquons détaille d'ailleurs un événement spécifique assez glaçant, la bataille du Garage 60. Oui, un épisode extrêmement sombre. Le 20 décembre 1941, les forces britanniques du régiment du Middlesex sont encerclées. Et pour tenter de sauver des prisonniers et de reprendre le contrôle du garage de l'hôtel, ils lancent une contre-attaque complètement désespérée. C'était terrifiant. On parle de combats au corps à corps, à la baïonnette, au beau milieu des voitures de luxe et des débris de cet hôtel prestigieux. Les obus pulvérisaient les vitraux, les marbres raffinés volaient en éclats. D'ailleurs, cette vision apocalyptique du luxe européen réduit en poussière, ça a profondément marqué l'écrivaine Eileen Chang, qui s'en est inspirée plus tard pour ses célèbres descriptions de ruines. Oui, la littérature a capturé cette ambiance de fin du monde. Mais au-delà de la poésie sombre de la littérature, la réalité factuelle sur le terrain, c'est celle de crimes de guerre terrifiants orchestrés par le régiment 229 japonais. C'est là que ça devient vraiment intéressant, si on peut utiliser ce mot pour une telle tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce régiment? Le commandant de ce régiment, Tanaka Ryosaburo, a supervisé des atrocités indicibles. Cela inclut l'exécution cruelle de prisonniers de guerre et même de personnel médical directement sur les lieux de l'hôtel. La barbarie a totalement remplacé l'étiquette mondaine des années précédentes. Mais ce qui rend ce massacre singulier dans l'analyse historique globale, c'est son traitement après la guerre, n'est-ce pas? Tout à fait. Les procès militaires et très spécifiquement l'affaire Tanaka ont cimenté un concept vital en droit international humanitaire, qui est la responsabilité du commandant. C'est un concept juridique assez lourd. Comment les procureurs ont-ils prouvé cette responsabilité si le commandant n'était pas physiquement celui qui tenait la baïonnette? Je veux dire, comment relie le chef à l'acte direct de ses soldats? Pour bien comprendre, imaginez le PDG d'une grande entreprise chimique. Si une de ses usines déverse illégalement des déchets toxiques dans une rivière, le PDG ne peut pas juste se défendre en disant que ce n'est pas sa main qui a ouvert la vanne. Bien sûr, c'est lui le patron. Voilà. Si la culture d'entreprise qu'il a instaurée encourage le profit au détriment de la sécurité, et s'il a ignoré les signaux d'alarme, il est pénalement responsable, eh bien, la jurisprudence Tanaka fonctionne sur le même principe, mais pour les crimes de sang. Une responsabilité par omission ou par culture de la violence, donc. Exactement. Les tribunaux ont établi que Tanaka exerçait un contrôle effectif sur ses troupes dans l'espace très délimité de la baie de Ripples. Le fait qu'il n'ait pas empêché ou puni ses actes barbares faisait de lui légalement un criminel de guerre. Donc le sang versé dans ces magnifiques jardins de roses a directement servi à affiner l'arsenal juridique mondial contre l'impunité militaire. C'est un paradoxe macabre, mais oui. C'est un héritage vertigineux pour une station balnéaire. Et ce qui me fascine le plus pour ceux qui écouteraient ce podcast, cette analyse et qui marcherait dans ce quartier aujourd'hui, c'est que la cicatrice de cette bataille sanglante est toujours là. Elle est même parfaitement camouflée. C'est ça. Au numéro 60 de Ripples Bay Road se trouve un showroom immaculé qui vend des hypercars valant plusieurs millions de dollars. Ce petit bâtiment de 2 étages, qui semble n'être qu'un temple de l'hypercapitalisme contemporain, eh bien c'est en fait le fameux Garage 60. Le fameux garage du massacre. C'est la toute dernière structure originale des années 20 de l'ancien complexe hôtelier à avoir survécu. Ces murs, qui résonnent aujourd'hui au son des moteurs hors de prix, sont les témoins silencieux d'un massacre à la baïonnette. La juxtaposition entre le culte de l'argent d'aujourd'hui et le sacrifice humain d'hier est particulièrement grinçante. Et en parlant de culte de l'argent et de confrontation des pouvoirs, passons à la 4e histoire. Si l'architecture britannique et l'ingénierie sociale de l'hôtel ont failli face aux bombes, est-ce que quelqu'un d'autre a essayé d'imposer sa propre loi sur cette baie avant la guerre? Ah, vous pensez aux forces économiques locales.
Oui, je pense notamment à l'argent local qui observait cette arrogance coloniale bien avant que les Japonais n'arrivent. C'est vrai, un vrai capitalisme de défi est entré en jeu. Un homme en particulier incarne cette résistance par la pierre, il s'agit de U Tongsen. Un personnage haut en couleur, d'après le rapport. Très. C'était l'héritier richissime d'un vaste empire minier et pharmaceutique. Dans les années 1930, il était l'un des très rares magnats chinois à posséder une puissance financière capable de vraiment rivaliser avec les institutions britanniques de l'époque. Et il avait une psychologie assez particulière, non hein? Oui, une psychologie très complexe mêlant une grande ambition sociale et des superstitions profondes. Un voyant lui avait prédit une issue fatale s'il cessait un jour de construire de nouveaux bâtiments. Sérieusement, hein? Le voyant lui a dit « Tu arrêtes de construire, tu meurs ». Exactement. Du coup, pour tromper la mort, il s'est lancé dans une frénésie immobilière sans précédent. Et le rapport mentionne qu'en 1933, il décide de construire un bâtiment nommé Huscliffe, juste à côté du Rupulsbe Hotel. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est son choix architectural. Oui, c'est très inattendu. S'il voulait montrer la puissance de l'empire financier chinois face aux Britanniques, pourquoi ne pas avoir bâti un majestueux palais traditionnel? Au lieu de ça, il construit un immense château de style purement gothique, avec des vitraux, une serre tropicale et une piscine privée. Pourquoi le style gothique? Cela soulève une question importante sur la symbolique. C'est en fait une stratégie brillante d'appropriation culturelle. Le style gothique, c'est l'une des signatures visuelles les plus imposantes de la civilisation occidentale. C'est le pouvoir européen incarné dans la pierre. C'est ça. En érigeant un château gothique titanesque qui domine littéralement l'hôtel édouardien de l'élite coloniale, U Tongsen utilise le propre langage architectural des colons pour les défier sur leur propre terrain. Ils s'approprient leurs symboles pour les battre à leur propre jeu. Il affirme publiquement que le capital chinois n'a absolument rien à envier à la couronne britannique. C'est l'équivalent architectural d'un affrontement de rappeurs, quoi. Genre, vous avez un hôtel avec des rosiers, très bien. Je construis une forteresse gothique avec une piscine privée juste au-dessus de vos têtes. C'est exactement ça, une vraie provocation immobilière. Le niveau de compétition est fascinant. Mais sa superstition, là, celle de tromper la mort en construisant sans cesse, ça a fonctionné, hein? Tragiquement, non. L'ironie de l'histoire est même très macabre. Tangsen succombe à une crise cardiaque en 1941, soit quelques mois seulement avant l'invasion japonaise. Son stratagème a totalement échoué. Et qui est devenu son château gothique géant? Pire encore, sa forteresse gothique, qui avait été conçue pour repousser la mort et symboliser son omnipotence financière, n'a offert aucun sanctuaire. Pendant l'occupation, l'armée japonaise a réquisitionné le château Cliff pour en faire un terrain d'exécution sordide pour les prisonniers de guerre alliés. Une forteresse bâtie contre la mort qui devient un abattoir. L'ironie est glaçante. Le château a fini par être démoli en 1988, remplacé par des résidences de luxe inaccessibles pour la plupart des gens. Mais il reste une trace immatérielle. Oui, le chercheur suggère une expérience de pensée assez poignante pour quiconque se rend sur la plage aujourd'hui. Il suffit de se placer sur les falaises à l'ouest de la baie. En superposant mentalement les vieilles photographies en noir et blanc sur le panorama moderne, on peut presque apercevoir le spectre de cet immense château de la folie jetant son ombre gothique sur le sable. C'est un rappel vertigineux de la fragilité de la richesse humaine, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la destruction de ces symboles exclusifs après la guerre a forcé une redéfinition totale de l'espace. Une nouvelle ère pour la baie donc. Oui, la période d'après-guerre a marqué la fin de l'enclave réservée à l'élite. Le grand public, la classe ouvrière, a commencé à affluer en masse vers la baie de Repulse pour simplement profiter de la plage. C'était une vraie démocratisation de l'espace. Mais j'imagine que ça n'a pas été sans poser de nouveaux problèmes. Effectivement, cette affluence soudaine a généré une nouvelle crise, beaucoup plus prosaïque cette fois, une augmentation dramatique des noyades. Et c'est notre cinquième et dernière histoire. Face à des noyades régulières sur une plage publique, la solution moderne évidente, ce serait simplement d'embaucher des sauveteurs professionnels. Pourquoi est-ce que cela ne suffisait pas dans le Hong Kong des années 50 et 60? Parce que les autorités faisaient face à un obstacle invisible mais redoutable, la croyance populaire. La Hong Kong Life Saving Society a été fondée en 1956 et a tenté de s'installer dans la baie. Mais le problème, ce n'était pas le manque de bouées ou de matériel. C'était quoi alors? C'était un tabou terrifiant qui était profondément ancré chez les pêcheurs locaux. La superstition voulait que les esprits des noyés réclament de nouvelles âmes pour les remplacer. Ah, la dette de sang de l'océan.
C'est ça. Si un humain plongeait pour arracher une victime au flot, il volait littéralement le dû des dieux de l'eau et s'attirait ainsi une malédiction mortelle pour lui-même et sa famille. C'est dingue. Comment un gouvernement ou une association moderne peut-il combattre une peur religieuse aussi paralysante? On ne peut quand même pas voter une loi pour interdire aux gens d'avoir peur des fantômes ou des esprits de l'eau. C'est là que l'approche de la société de sauvetage a été un chef-d'œuvre d'ingénierie psychologique. Quand il fait, Plutôt que d'essayer d'écraser la superstition avec un rationalisme occidental un peu condescendant, ils ont piraté le système de croyance de l'intérieur. pirater la religion. En quelque sorte, oui. En 1970, ils ont orchestré l'érection d'une gigantesque statue de la déesse Tin Hao, qui est la puissante divinité de la mer de la mythologie chinoise, et ils l'ont placée directement sur la plage. Attendez, pour être bien sûr de comprendre ce que le chercheur appelle le fonctionnalisme de la religion populaire, ces organisateurs ne cherchaient pas du tout à promouvoir un dogme théologique pur. Si, Pas du tout. ils ont utilisé la religion comme un outil utilitaire. Ils ont désigné Tin Hao comme la protectrice officielle des sauveteurs juste pour leur fournir un bouclier mental. Si nous relions cela au contexte global, c'est le principe même du fonctionnalisme. Peu importe la pureté du dogme, ce qui compte vraiment, c'est l'effet social qui est produit. Face à une crise moderne de sécurité publique, la société a réinventé la tradition. C'est extrêmement malin. Oui, en plaçant les sauveteurs sous le patronage officiel de Tinao, l'acte de sauter à l'eau pour sauver un inconnu n'était plus perçu comme une transgression suicidaire contre les esprits marins. Ça devenait quoi alors? Ça devenait un acte pieux, un devoir béni par la déesse suprême des océans. Le blocage mental a complètement sauté. Et ça a marché? Très vite, la ferveur a pris le dessus et de multiples statues d'autres divinités, comme Guanyin ou les dieux de la richesse, ont été ajoutés. Et ça a transformé le bout de la plage en un espace religieux incroyablement éclectique. Et c'est ce qui nous mène au tout dernier trésor caché de cette exploration, et sans doute le plus étonnant pour ceux qui s'y baladent. À l'extrémité est de la baie, on trouve aujourd'hui ce parc de statues aux couleurs très vives, avec le célèbre pont de la longévité. Ah, ce fameux pont. La légende touristique promet d'ailleurs que chaque traversée du pont prolonge votre vie de 3 jours. Les touristes mitraillent l'endroit de photo en pensant visiter un temple folklorique authentique et millénaire. C'est ce que tout le monde croit. Mais la réalité, c'est que ce sanctuaire bigarré, c'est littéralement le quartier général opérationnel et le centre de formation de la Société des sauveteurs de Hong Kong. Le sacré et les ressources humaines fusionnés en un seul lieu, oui. C'est ça, c'est l'illustration parfaite de l'adaptabilité humaine. Quand l'infrastructure physique échoue à protéger la société, c'est l'infrastructure psychologique et spirituelle qui prend le relais pour rétablir l'ordre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on relie toutes ces pièces du puzzle? Les cartographes anxieux qui donnent des noms martiaux, les routes financées par l'État pour l'isolement des riches, le sang des batailles militaires, le défi architectural du château du Tongsen et ce piratage psychologique par la religion. Qu'est-ce qu'on doit en retenir sur notre compréhension des espaces urbains? Je dirais que cela démontre que les paysages que nous consommons, naïvement, quand on s'y promène ou qu'on s'y baigne, sont toujours le résultat de luttes de pouvoir successives. La baie de Rupulse a subi une violente délocalisation imposée par l'hégémonie britannique via les cartes. Un effacement de l'identité locale en somme. Ensuite, elle a traversé une européanisation très agressive, poussée par le capital des diasporas et défiée par le capital chinois. Enfin, après la purge traumatisante de la guerre, elle a connu une puissante relocalisation où la classe populaire et ses croyances utilitaires ont réclamé la plage. C'est un cycle d'appropriation constant en fait. Oui, si les routes et les hôtels dictent comment on se déplace, ce sont nos angoisses profondes face à la mort ou à l'altérité qui dictent ce que l'on construit. C'est une excellente façon de le formuler. Le vernis romantique et luxurieux que l'on voit aujourd'hui masque avec une redoutable efficacité les traumatismes du passé. Le marketing immobilier contemporain, c'est vraiment un effaceur de mémoire. Tout à fait. Et cela m'amène à une toute dernière réflexion, un détail troublant glissé très discrètement dans les archives du chercheur qu'on a analysé. Lequel ? Pendant que ces géants financiers érigeaient leurs forteresses édouardiennes et leurs châteaux gothiques, pendant que le gouvernement traçait des routes sur mesure pour leur confort, la baie n'était pas vide. Il y avait des communautés de pêcheurs. Des familles entières, oui. Des familles entières vivant dans de modestes huttes sur pilotis, qu'on appelle les pangus. Et ces populations précaires ont été silencieusement poussées hors du cadre. Elles ont été effacées des registres pour ne pas entacher la beauté immaculée exigée par les élites. Aucune trace d'eux aujourd'hui. Aucune. Aucune statue ne consacre leur mémoire. Aucun complexe immobilier de luxe ne porte leur nom. C'est le silence des archives.
La prochaine fois que l'on marche sur une promenade balnéaire immaculée, quelque part dans le monde, il faut se poser la question où sont passés ceux dont l'histoire n'a laissé ni château de pierre, ni showroom de briques, ni statue géante pour prouver qu'ils ont existé? Sur l'effacement de qui notre panorama est-il bâti? Une question vertigineuse. À méditer face à l'océan, en effet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée approfondie. On espère que vous ne regarderez plus jamais une plage de la même manière.